La semaine dernière, M. Bourganel vous a parlé des méthodes pédagogiques. Cette semaine, nous allons essayer de montrer qu'en arrière-plan de ces méthodes pédagogiques, on peut faire référence à différentes théories classiques de l'apprentissage. L'enjeu de ce cours est donc de vous amener à analyser des démarches pédagogiques en regard des différentes théories, c'est-à-dire de repérer dans des études de cas que nous vous proposerons ce qui pourrait relever de tel ou tel aspect théorique. Le but étant de mieux maîtriser son intervention. C'est donc, il vous faut connaître les différentes théories, mais surtout apprendre à repérer dans des études de cas ce qui relève de tel ou tel aspect théorique. Pour commencer, nous allons essayer de définir ce qu'est effectivement l'apprentissage en nous appuyant sur deux auteurs, Rochelin en 1983, Rochelin est un psychologue, et Temprado en 1997, qui est un chercheur en SNAPS. Selon Rochelin, donc en 1983, il y a apprentissage lorsqu'un organisme, placé plusieurs fois de suite dans la même situation, modifie sa conduite de façon systématique et durable. Pour Temprado en 1997, il y a apprentissage lorsqu'on peut effectivement considérer qu'il y a un changement de l'état interne du sujet qui résulte de la pratique ou de l'expérience et qui peut être inféré à partir de l'observation de la performance. On peut faire une distinction théorique entre la notion de développement de l'individu et la notion d'apprentissage. Oert en 1995 met en avant que le développement s'envisage plutôt sur une période longue, a un caractère irréversible, est commun aux individus, constitue une nécessité adaptative et est contraint temporellement par la croissance. Et d'un autre côté, il met en avant que l'apprentissage s'envisage plutôt sur une période courte, est caractérisé par la possibilité d'un oubli ou d'une perte des acquisitions et est diversifié, bien évidemment, selon les expériences de l'individu. Ce schéma propose une classification des différentes théories de l'apprentissage. On voit qu'il existe de nombreuses théories. Notre cours va essentiellement se situer dans une approche qui s'appuie sur les théories psychologiques de l'apprentissage. Nous allons effectivement être amenés à parler de Skinner, à parler de Brunner, de Vygotsky et de Piaget. Dans cette perspective psychologique, Michel Develay, en 1992, met en avant dans son ouvrage de l'apprentissage à l'enseignement que les courants contemporains, que sont le constructivisme et le socio-constructivisme, sont nés de la synthèse de deux courants relativement anciens. D'une part, l'idéalisme, qui met l'accent sur la dimension innée de la connaissance, et d'autre part, l'empirisme, qui met en avant que l'expérience du monde extérieur est déterminante dans l'apprentissage. Le constructivisme opère une synthèse entre ces deux idées en mettant en avant que le monde extérieur modifie finalement des schèmes innés. Notre plan va donc être relativement simple. Nous allons donc mettre l'accent sur le behaviorisme et le gestaltisme dans un premier temps, de manière assez rapide. Puis nous développerons l'approche constructiviste et enfin l'approche socio-constructiviste. Dans les théories behavioristes, le premier aspect qu'on peut mettre en avant, c'est celui du conditionnement classique. Il a été mis en évidence par Pavlov et débouche sur ce qu'on appelle un réflexe conditionnel. Le mécanisme est le suivant et un exemple est donné au travers de ce schéma. Lorsqu'on présente une gamelle de nourriture à un chien, il se met effectivement à saliver. Ici, on associe, avant de présenter la gamelle de nourriture au chien, on fait sonner une cloche. Après de multiples successions, on s'aperçoit qu'il suffit de faire sonner la cloche pour que le chien associe au son de cette cloche une gamelle de nourriture et se mette effectivement à saliver alors que la gamelle de nourriture n'est pas présente. Le dressage des animaux relève effectivement de cette démarche de conditionnement classique. Le deuxième auteur qu'on peut prendre en compte, c'est Watson, qui montre par exemple qu'un changement de comportement peut être obtenu par un conditionnement
qui va s'appuyer sur un stimulus appétitif, c'est-à-dire un stimulus agréable, plaisant, ou au contraire un conditionnement qui va s'appuyer sur un stimulus aversif, c'est-à-dire déplaisant, désagréable. L'expérience du petit Albert menée par Watson, bon Albert c'est un petit garçon qui n'a pas particulièrement peur des souris et qui les considère plutôt comme des animaux agréables. Lorsqu'on présente une souris au petit Albert, on l'accompagne effectivement d'un bruit assourdissant, d'un vacarme. Lorsqu'on répète effectivement ce stratagème plusieurs fois, lorsqu'on présente une souris et qu'il n'y a pas forcément le vacarme, Albert se met à pleurer et craint effectivement les souris. On s'aperçoit ici que l'homme n'est finalement que le reflet de son milieu, des résultats des conditionnements qu'il subit, et Watson avance en fait la thèse du modelage et mise sur les conditions externes pour former les élèves. Alors dans les théories de Watson et de Pavlov, on a effectivement deux stimuli qui sont associés à une réponse qui est relativement innée, c'est-à-dire d'un côté la salivation et de l'autre côté la peur. Skinner va plus loin et montre qu'on peut faire apprendre des réponses qui ne sont pas innées à des individus, en associant effectivement des stimuli positifs ou négatifs à l'apparition de cette réponse. Bon, pour montrer ça, il met un rat dans un labyrinthe et montre que la vitesse, si vous voulez, avec laquelle le rat va trouver la sortie est améliorée lorsqu'il se trompe, il a effectivement un stimuli négatif sous forme de décharge électrique, et lorsqu'il arrive effectivement à prendre le bon chemin, il a une récompense sous forme de nourriture. En associant donc un renforcement positif ou un renforcement négatif à une réponse, on va amener l'individu à stabiliser une réponse ou au contraire à la faire disparaître. Alors on peut distinguer dans cette approche behavioriste des points positifs et négatifs. Pour les behavioristes, nous apprenons par essai-erreur. Les conséquences de nos actions sont autant de récompenses ou de punitions, selon que l'action est réussie ou pas. Skinner affirme qu'un apprentissage est donc toujours possible à la condition d'user du dosage adéquat de renforcement positif ou négatif. Dans l'approche behavioriste, on met également le poids sur l'action. La pratique et l'exercice doivent donc faire partie intégrante de tout programme de formation. Et nous apprenons de l'expérience. Le simple contact avec l'environnement n'assure pas l'apprentissage. Rien ne remplacera l'expérience que fera ou vivra lui-même l'étudiant en rapport avec telle ou telle connaissance. Le behaviorisme est également, si vous voulez, à l'origine d'un courant qui s'appelle l'enseignement programmé, et où l'élève libéré de la tutelle de son professeur affronte une machine entre guillemets à enseigner qui lui propose successivement de très menus tâches de savoir ponctuées par des questions précises. À chaque bonne réponse, un renforcement permet effectivement à l'étudiant de continuer. Elle a été très utilisée, ou il est encore très utilisé, cet enseignement programmé, dans l'apprentissage par exemple des langues, mais on le retrouve également en éducation physique ou dans d'autres disciplines. Le deuxième grand courant théorique qui s'oppose un peu au behaviorisme est la théorie de la forme, nommée également Gestalt Theory. L'idée ici, c'est que l'apprentissage doit faire appel à la compréhension par insight et non pas à des représentations d'éléments morcelés de connaissances à relier progressivement entre eux par mémorisation. On voit ici dans cette expérience que l'idée de placer des caisses et pour aller chercher des bananes, alors qu'au départ le singe essayait effectivement de l'attraper avec un bâton, est une idée qui apparaît entièrement d'emblée. Il n'y a pas de construction progressive. L'insight, c'est une espèce d'éclair, et l'idée apparaît de manière complète à un moment donné de l'apprentissage. Alors, les gestaltistes introduisent ainsi un renversement de perspective où les totalités sont les premières et donnent du sens aux parties, et non pas les éléments successifs qui aboutissent aux ensembles.
Leur interprétation, liée à la compréhension soudaine, l'insight, constitue une option radicalement nouvelle de l'apprentissage, fondée sur des restructurations et des totalités, contrairement aux thèses behavioristes qui se fondent sur le principe de contiguïté entre des éléments, entre des stimuli et une réponse. Pour les gestaltistes, les apprentissages proposés dans les écoles doivent faire appel à la compréhension par insight, et donc à une pensée véritablement créatrice, et non pas à des présentations d'éléments morcelés de connaissances à relier progressivement entre eux par mémorisation. Pour bien comprendre cette notion d'insight, on peut, par rapport à la perception, passer un petit peu de temps sur ce dessin. Ici, on voit tour à tour, tantôt une vieille femme avec la bouche ici et le nez qui est là, ou alors un mannequin avec le nez qui est là, l'oreille qui est ici, et elle regarde effectivement, le mannequin regarde vers l'arrière-plan. On voit ici que la perception en fait bascule d'une totalité vers une autre. L'insight, c'est ça, c'est cette manière qu'a l'individu de percevoir une situation dans sa globalité. Le gestaltisme repose également sur une idée clé que le tout est plus que la somme des parties. En éducation physique, le match ou la somme d'exercices ne pourra jamais remplacer en fait le match. Et donc on considère que l'élève ne peut apprendre ou réellement apprendre que lorsqu'il se retrouve dans la situation complète, globale. Le troisième grand courant est le constructivisme. Nous l'avons dit en introduction, le constructivisme est né de la synthèse entre d'une part le behaviorisme qui valorise l'action de l'environnement sur l'individu et d'autre part le gestaltisme qui valorise les structures innées chez l'individu. Le constructivisme met l'accent que l'individu se construit grâce au processus d'équilibration des structures cognitives en réponse aux sollicitations et aux contraintes de l'environnement. On a donc une alternance entre des phases d'équilibre et de déséquilibre et des phases d'assimilation et d'accommodation. Les structures cognitives chez Piaget sont dénommées des schèmes. Le schème, c'est une structure de pensée, une représentation. Chez nous, ça pourrait être une forme de mouvement ou une manière d'appréhender une situation nouvelle dans les activités sportives. Le schème est ce qu'il y a de commun dans une activité qui se répète. La notion d'assimilation renvoie à la notion de flexibilité chez Paillard, c'est-à-dire qu'un schème permet de répondre à une quantité de situations sans que ces situations n'amènent l'individu à modifier son schème. Piaget distingue différentes formes d'assimilation. L'assimilation fonctionnelle correspond à un besoin de répéter une action. Elle permet la consolidation du schème qui fonde l'action. L'assimilation généralisatrice fonctionne quand il y a application d'un même schème à des objets différents. L'assimilation récognitive consiste à discriminer les différents objets auxquels a été appliqué le même schème. Enfin, l'assimilation réciproque correspond au processus par lequel un schème acquis dans un domaine sont assimilés au schème développé dans un autre domaine. Après l'assimilation, une deuxième notion très importante chez Piaget est la notion d'accommodation. L'accommodation est un ajustement qui se fait par modification justement des schèmes d'assimilation lorsque ceux-ci s'avèrent inopérants dans une nouvelle situation. Elle intervient donc, cette accommodation, lorsqu'il y a un échec de l'assimilation. Et s'opère donc une restructuration de la pensée, une nouvelle organisation apparaît dès lors pour répondre de manière plus efficace à une situation nouvelle. L'intelligence et le développement de l'intelligence, le développement également l'intégration de nouvelles connaissances se fait donc par une alternance entre des phases d'assimilation et des phases d'accommodation. Le développement intellectuel est une équilibration progressive, un passage de moindre équilibre à un équilibre supérieur.
Chaque nouveau stade intègre les éléments du stade précédent, mais les réorganise en y rajoutant les éléments nouveaux. Ceci augmente les capacités d'adaptation du sujet. Pour Piaget, l'intelligence est la capacité d'adaptation de l'individu à son environnement. Cette capacité d'adaptation peut faire apparaître des stades de développement chez l'enfant. Entre 7 et 12 ans, il apparaît une forme de raisonnement chez l'enfant qui est très liée en fait à la manipulation effective des objets. À partir de 12 ans, on considère que l'enfant passerait effectivement au stade des opérations formelles, c'est-à-dire qu'il aurait la capacité à raisonner en dehors de tout support concret. Cela revient à dire qu'en fait le réel se subordonne au possible et qu'on raisonne non plus à partir d'une réalité, mais à partir d'anticipation, de représentation. Dans son ouvrage Réussir et comprendre en 1974, Piaget s'intéresse au prolongement pédagogique de ces différentes théories. Une notion importante qu'il met en avant, c'est cette notion de représentation, c'est-à-dire la manière dont l'individu va percevoir effectivement la situation et ce qui est important dans une situation. Il met aussi en avant que la prise de conscience, la réflexion sur la situation et sur la manière de s'y prendre constitue un élément important dans les progrès effectués par l'individu. Cela renvoie en fait à la dimension métacognitive, c'est-à-dire à la construction de connaissances sur son propre fonctionnement intellectuel et moteur. On peut retrouver cette logique constructiviste dans un mécanisme qui s'appelle le CDR. Le CDR, ça veut dire contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Et on peut distinguer deux CDR. Le premier CDR est celui de Marcenac en 1991. On dit effectivement la contextualisation se fait en situation d'évaluation relativement globale. La décontextualisation consiste à travailler un problème particulier adapté à l'individu et qui va lui permettre effectivement de progresser. La recontextualisation est le retour en situation globale pour voir si le sujet arrive effectivement à réinvestir ses acquis. Le deuxième CDR mis en avant par Mérieux-Develay en 1993 consiste à contextualiser un problème dans une situation, qu'elle soit ciblée ou globale par ailleurs, et à décontextualiser en essayant de mettre en avant un principe de résolution de cette situation. La recontextualisation est en fait la recontextualisation de ce principe qui est issu d'une situation. On va essayer de le recontextualiser dans une situation différente. L'ensemble de ces processus, que l'on retrouve effectivement chez Marcenac et chez Mérieux-Develay en 1993, peuvent être rattachés à une approche constructiviste. Le dernier courant dont nous allons parler, c'est le socio-constructivisme. Ce courant s'inscrit dans la lignée du constructivisme puisque les connaissances sont effectivement construites et non transmises, qu'elles nécessitent une pratique réflexive, mais dans le socio-constructivisme, il y a la présence d'une dimension sociale. Et selon Jonaert en 2001, cette dimension sociale se manifeste de deux manières. C'est que les connaissances sont situées dans des contextes et des situations pertinentes par rapport aux pratiques sociales établies. Elles ne sont pas décontextualisées. Et que d'autre part, la construction de la connaissance se traduit par des interactions entre les partenaires de la classe, élèves et enseignants, et que ces interactions sociales sont nécessaires à la construction de la connaissance et à leur validation. Alors, dans cette nécessité de faire apprendre en interaction, Piaget et Vygotsky proposent deux approches différentes. Pour Piaget, l'enfant fait seul puis à plusieurs. C'est donc seulement une fois qu'il a compris, assimilé les connaissances, qu'on va pouvoir effectivement le faire travailler à plusieurs. Pour Vygotsky, au contraire, et en ce sens-là, Vygotsky est plus un auteur socio-constructiviste, l'enfant fait d'abord avec l'aide de quelqu'un, puis seul. Pour Vygotsky, il y a passage de l'interpsychique à l'intrapsychique. Et il développe une notion qui est la notion
de zone proximale de développement. Cette notion de ZPD, c'est la distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant résout les problèmes seul, et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer dans la façon dont l'enfant résout les problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus avancés. L'approche de Brunner en 1983, mettant en avant la notion d'étayage et de désétayage, peut aussi s'inscrire dans cette dynamique socio-constructiviste. Brunner distingue 6 principes qui permettent effectivement de faire évoluer l'élève dans les apprentissages. Le premier principe est celui de l'enrôlement. La première tâche évidente du tuteur est d'engager l'intérêt de l'élève envers les exigences de la tâche. Le deuxième principe est celui de la réduction des degrés de liberté. Cela implique une simplification de la tâche par réduction du nombre des actes constitutifs requis pour atteindre la solution. Le principe numéro 3 est celui du maintien de l'orientation. Les débutants s'attardent et rétrogradent vers d'autres buts, étant donné les limites de leur intérêt et de leur capacité. L'action tend évidemment à suivre la ligne des succès précédents. Le principe 4, c'est la signalisation des caractéristiques déterminantes. Un tuteur signale ou souligne, par des moyens multiples, les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes pour son exécution. Le principe 5, c'est celui de la démonstration. Elle comporte souvent une stylisation de l'action qui doit être exécutée et peut comprendre l'achèvement ou même la justification d'une solution déjà partiellement exécutée par l'élève lui-même. Enfin, le principe 6 se nomme ou renvoie au contrôle de la frustration. La résolution de problèmes doit être moins périlleuse ou éprouvante pour l'élève avec le tuteur que sans lui. Pour conclure cette intervention sur les courants classiques de l'apprentissage, j'aimerais vous rappeler que si effectivement les connaissances sont importantes, ce qui est réellement capital pour vous, c'est le fait d'arriver à repérer dans les interventions pédagogiques ce qui relève de tel ou tel aspect théorique, de tel ou tel courant. À l'échelle de la situation d'apprentissage, à l'échelle d'une séance ou d'une leçon, à l'échelle du cycle, on peut effectivement retrouver des aspects qui renvoient tantôt au behaviorisme, tantôt à la théorie de la forme, tantôt au constructivisme ou au socio-constructivisme. Il faut donc s'entraîner à utiliser les connaissances dans des études de cas concrètes et arriver à commenter ces études de cas de manière pertinente et efficace.